Donc on va commencer notre deuxième partie sur le chapitre de la loi de Faraday avec justement l'énoncé de la loi de Faraday et aussi l'énoncé de la loi de Lenz, ce qu'on appelle la loi de modération de Lenz, qui nous permettra en fait de prédire les comportements de ces systèmes par la suite. On commence par une petite expérience sur les courants induits. Alors malheureusement je n'ai pas le matériel à la maison, mais il y a une petite vidéo dont on va pouvoir ajouter le lien ici, mais qu'on va regarder ensemble. Je vais vous la décrire au fur et à mesure. Et voilà, alors vous avez un système qui est constitué d'une bobine que vous avez à cet endroit-là. Cette bobine est branchée à un galvanomètre qui va être ici, et un galvanomètre, c'est un système qui permet de mesurer les courants, et les petites diodes qui sont là vont vous permettre de voir en fait si le courant est positif, négatif, dans un sens, dans l'autre, en fonction de la petite diode qui est en train de s'allumer. Bien sûr, plus la diode va sur le côté, plus le courant va être important. Ici, vous avez un aimant qui est à l'intérieur de la bobine et on va s'amuser à déplacer l'aimant, et vous voyez qu'à chaque fois que l'aimant va dans un sens, le courant va se déplacer dans un sens. Quand il va dans l'autre sens, le courant va être dans l'autre sens. En d'autres termes, vous avez un circuit électrique ici qui n'a pas de générateur, et quand vous bougez l'aimant, il y a génération, induction d'un courant à l'intérieur, ce qu'on appelle du coup un courant induit dans le système. Quand on arrête de bouger l'aimant, quel que soit l'endroit où on s'arrête, on va avoir que le système s'arrête et ne produit plus de courant. Donc ça, expérience, si on devait la schématiser, vous avez votre bobine qui est comme ça. Vous avez généralement les bobines vont être des bobines carrées. Hop, vous avez vos petits fils électriques, et on prend un aimant avec et on va déplacer cet aimant par rapport à la bobine. Et quand on regarde l'effet, alors on aurait pu aussi le faire en cours, j'aurais fait ça sur un oscilloscope. Quand on regarde l'effet sur l'oscilloscope, le fait de, par exemple, d'avancer l'aimant, hop, je vais avoir une variation. Là, c'est quand l'aimant qui avance, et là, c'est l'aimant qui recule, et vous allez avoir production d'une tension aux bandes de l'oscilloscope, ce qui correspond à un courant qui va être induit à l'intérieur du système et qui passe par la grosse résistance de l'oscilloscope et qui du coup est transformé en tension. Et ça marche dans un sens ou dans l'autre. Si vous prenez le pôle sud et que vous le mettez en bas cette fois-ci, vous aurez en fait le cas contraire. Donc en fait, quand vous changez la polarité de votre aimant, vous allez changer la polarité de la manière dont votre système répond. Je vais refaire le petit dessin pour que vous l'ayez en note. Donc vous avez toujours votre bobine qui est là, bobine à section rectangulaire, hop, comme ça, c'est la même, sauf que cette fois-ci vous allez prendre le pôle sud en bas et le pôle nord en haut, et de nouveau on avance et on recule, de nouveau on a ça qui est branché à un oscilloscope, et cette fois-ci on va voir un machin qui est comme ça, là ça avance et là ça recule. Donc dans les deux cas vous avez visuellement sur l'oscilloscope une preuve que un champ magnétique, un système magnétique, un simple aimant a pu vous produire un courant électrique qui va être induit dans votre système. Alors il y a tas d'autres choses qu'on peut faire, s'amuser à déplacer la bobine plutôt que l'aimant, on va voir exactement la même chose, s'amuser à tourner la bobine et donc changer la surface par rapport à la direction de l'aimant, donc le vecteur normal à la surface globale de section de la bobine par rapport à l'aimant, et on voit qu'il y a aussi induction. Donc on va essayer d'expliquer ça et de voir en quoi ça nous ramène à ce qu'on appelle la loi de Faraday, donc de Michael Faraday, qui a beaucoup travaillé sur l'électromagnétisme, et c'est ce qu'on appelle la force électromotrice induite.
Je vous ai déjà parlé de force électromotrice et je vous ai dit en fait c'est la tension qu'il y a au bord d'un générateur de tension. On appelle ça une force électromotrice, mais ça n'a rien à voir avec une force parce que c'est une tension. Ah, c'était pas tout à fait le cas. Il y a une raison pour laquelle on a appelé ça une force, c'est que on va voir dans la loi de Faraday le fait d'induire des courants vous donne un courant qui circule dans un champ magnétique, et un courant dans un champ magnétique, vous avez la force de la place qui va pouvoir bouger votre système, et donc aura des effets sur les différents éléments qui constituent votre circuit, et pourra potentiellement le faire bouger. Donc il y a une raison pour laquelle on appelle ça la force électromotrice, mais finalement, cette force électromotrice, c'est effectivement une tension qu'on va observer. Alors, l'énoncé de la loi de Faraday, je vais le mettre en toutes lettres et puis après on écrira mathématiquement sa version. Elle dit quoi? Elle dit que la force électromotrice induite dans un circuit fermé, donc la force électromotrice induite dans un circuit fermé, est proportionnelle au taux de variation du flux du champ magnétique traversant, au taux de variation du flux, d'où la première partie de ce chapitre qui est consacré au flux, du flux du champ magnétique traversant la surface délimitée par le circuit. Alors, c'est une longue phrase, c'est le taux de variation du flux par rapport au temps. Ça veut dire quoi? Ce taux de variation du flux par rapport au temps, c'est simplement la dérivée par rapport au temps de ce fameux flux. Et donc, on va noter que la tension induite, la force électromotrice induite, c'est proportionnel à dφ sur dt. Et on va avoir quand même une chose particulière, il y a un moins. Et ça, ce moins-là sera extrêmement important parce que ce moins-là, c'est la base de la loi de Lenz, la loi de modération. Donc, ça correspond à cette loi de Lenz qui va être introduite juste après et qui permet, et à condition d'avoir notre système en convention générateur. Donc, il faut se placer en convention générateur, puisque en règle générale, ce qu'on veut, c'est générer une tension par un mouvement. Donc, naturellement, on va se placer en convention générateur. Donc, on a déjà choisi le I pour l'orientation du circuit pour pouvoir définir en fait le flux. L'orientation du I définit le signe du flux, puisque c'est lui qui détermine l'orientation du vecteur surface. Et ce E-là, si on se place en convention générateur, ça va être du moins dφ sur dt. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Faraday. Et on verra le lien de ce moins avec la loi de Lenz juste tout à l'heure. Alors, attention, pour utiliser la loi de Faraday, ça suppose que tous les paramètres soient à variation continue. Donc ça n'est applicable que si on sait correctement calculer le flux au travers du circuit en question. Calculer proprement le flux dans le circuit. On vous parlera certainement, vous trouverez des bouquins qui parlent d'histoire de flux coupés.
ça permet de se ramener à cette loi de Faraday. Ça permet notamment de l'appliquer au cas très courant du haut-parleur. Donc CF, problème du haut-parleur. Et nous, on résoudra le problème du haut-parleur en disant que on va le déplier et puis se ramener à une sorte de rail de la place. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, alors remarque, si vous avez une bobine constituée de N-spires, ben vous avez que la tension induite dans ce système-là, ça va être moins N, la variation du flux dans une seule spire. C'est assez naturel puisque le flux total c'était N fois le flux d'une spire, que le nombre de spires il ne change pas au cours du temps et donc ça nous permet de nous ramener au calcul d'une seule spire, ce qui simplifie quand même relativement souvent les problèmes puisqu'on va regarder une spire et puis après on généralise en multipliant simplement par le nombre de spires. Alors, cette loi de Faraday est à la source en fait de toute l'induction. Par contre, dans les deux chapitres suivants, on va voir qu'on appelle de différentes manières les différents cas d'induction selon qu'il y a quelque chose, enfin, selon les termes qui sont en train de varier. Donc si on a une spire de vecteur surface S plongé dans un champ B uniforme. On va prendre ce cas-là et on va se poser la question de pour quelle raison on va voir une force électromotrice qui peut apparaître dans votre circuit. Vous avez que le flux s'écrit B scalaire S, j'ai un champ uniforme, j'ai une spire plane qui est plongé dans le champ uniforme, donc B scalaire S, et je me retrouve avec du B fois S fois cosinus θ. Bon, la tension induite par la loi de Faraday, c'est moins dφ sur dt. Ce moins dφ sur dt, il faut absolument le savoir, c'est la base de toute l'induction, donc il ne faut ni se tromper sur le phi, ni se tromper sur le moins pour le récupérer. Ben, quand je dérive ça, j'ai la dérivée de trois termes qui potentiellement peuvent changer. Soit c'est le champ magnétique qui change, donc j'aurai un terme en dB sur dt S cos θ, soit c'est la surface qui change, par exemple si j'ai un circuit qui est déformable, comme des rails de Laplace, soit c'est l'angle, l'orientation qui change, par exemple si j'ai une spire qui est en train de tourner autour d'un axe dans un champ magnétique qui est constant, pour reprendre l'exemple qu'on a traité en cours. Et puis si j'ai chacun de ces cas-là, ben, la variation, ça va être la somme des petites variations. C'est UVW', c'est U'VW plus UV'W plus UVW'. Donc j'ai ces trois cas-là. Alors, on va donner deux noms particuliers. Soit on se place dans le cas dit de Neumann. Donc, le cas de Neumann, c'est vous avez un circuit qui est fixe, mais un champ B variable en norme. C'est typiquement ce qui se passait quand on avançait l'aimant vers la bobine ou quand variable en norme, pardon. Typiquement ce qui se passait quand on avançait l'aimant dans la bobine et qu'on le retirait, donc le blé gardait globalement la même orientation mais changeait en norme parce qu'on s'approchait de la tête de l'aimant, donc le blé était plus fort. À ce moment-là, votre E induit s'écrit simplement moins dB sur dt S cos θ, puisque à la fois l'orientation et le vecteur surface sont constants. Donc vous allez avoir juste ce bout-là, ça s'appelle Neumann. C'est circuit fixe, champ variable. Et puis vous avez le cas dit de Lorentz. Et là, on a un B constant et un circuit mobile, circuit au moins en partie mobile,
Donc soit qu'il y a une partie du circuit qui est en train de partir, comme c'est le cas pour le barreau de la place, soit qu'il est en train de tourner sur lui-même. Et dans ces cas-là, on va avoir deux termes qui nous restent. Le terme en moins b ds sur dt cos θ, ça c'est le cas pour le rail de la place, c'est la surface qui change, l'orientation reste constante. Et dans le cas de la spire qui bouge, la surface reste constante, mais l'orientation de la spire et donc le θ change. Et on va avoir cette expression-là. Il y a deux noms, Lorentz et Neumann, mais tous ces deux cas-là résultent de la même loi qui est la loi de Faraday. Et c'est juste que on a l'habitude de classifier les choses, soit vous faites changer le champ magnétique et puis vous avez votre bobine ou votre système qui reste globalement fixe là-dedans, et puis vous voyez ce que ça donne aux bornes de la bobine, soit le champ magnétique il bouge pas parce qu'il est imposé de l'extérieur par des aimants, et vous allez avoir le reste de votre circuit qui bouge. Et donc le chapitre I4 et le chapitre I5, ça va être justement de considérer les cas d'application où on est plutôt dans ce cas-là, ou plutôt dans celui-ci. Alors, là, on arrive à la modélisation électrocinétique de notre circuit fermé. C'est-à-dire, en gros, comment résoudre les exercices d'induction. Donc, on va avoir une sorte de recette. Une modélisation électrocinétique d'un circuit fermé. Bon, donc on prend un circuit C qui se balade comme ça. C'est du fil, donc il y a forcément une certaine résistance interne des fils qu'on va appeler R, et avec un flux magnétique qui varie au cours du temps, donc qui dépend du temps au travers de ce système-là. Alors, on va avoir un certain nombre de règles. Donc, les règles sont les suivantes. On va définir un sens de calcul de la circulation, donc le sens de calcul, l'orientation du circuit, celui qui sert pour calculer le flux, donc l'orientation du circuit, définit le sens positif du courant. Donc je vais choisir un sens positif, arbitraire par exemple comme ça, et je vais dire mon sens positif du courant ça va être celui-là et mon circuit il fait ça. Toujours représentation de crâne, ce bout-là est devant vous. Donc là en particulier j'aurai un vecteur surface qui est deuxième chose, la F et M, la force électromotrice induite, est orientée dans le sens du circuit, dans le sens précédemment choisi. Donc à partir du moment où on a choisi un sens, ça impose tout. Donc quand on va dessiner ce circuit-là, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai un flux qui varie du temps, j'ai donc une force électromotrice induite. J'ai mon système, je vais le modéliser comme étant une résistance R. Une résistance R qui est courue par un courant I, hein, puisque vous voyez que le courant il continue à tourner comme ça, donc je me mets en vue du dessus. Et la force électromotrice induite, je la mets en convention générateur, et j'ai mon E induit qui va être donné comme ça. Ou ce E induit, du coup, ça sera donné par moins dφ sur dt. Mais c'est important, c'est vraiment important que le sens qui soit ici corresponde au sens du courant. Donc on est bien placé, on se place en convention générateur.
pour E induit. Ça ne veut pas dire que cette force électromotrice sera dans ce sens-là. Justement, si phi augmente, mon défi sur dt est positif et moins défi sur dt sera négatif. Et donc, en fait, la force électromotrice va essayer de pousser dans l'autre sens. Et donc, le courant induit aura tendance à être négatif par rapport à ce sens-là. Mais rappelez-vous, en électricité, on se choisit un sens qu'on considère comme étant positif et après seulement, on se ramène aux valeurs pour déterminer en fait le courant en vrai est en train de se balader dans l'autre sens. Du coup, la tension que vous avez là, bah, votre résistance, hop, ici je l'ai mise en convention récepteur. Donc la tension aux bornes de l'ensemble de votre circuit qui est représentée par cette résistance-là. Là, j'ai un fil, donc avec une résistance interne qui s'accumule au fur et à mesure, qui est répartie sur l'ensemble du fil. Je dis ta 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 ta. Je définis mon système en disant j'ai des fils idéaux, donc de résistance nulle. Et bien, toute la résistance qui s'accumule ici, il faut que je la mette quelque part. Et donc c'est comme si j'avais un dipôle résistif. Pareil, la force électromotrice, elle se répartit sur l'ensemble du circuit. Et je dis ta 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 ta, c'est comme si j'avais une source idéale de tension qui me rajoute cette chose-là. Et si il y a d'autres sources idéales de tension, on les rajoute, on les met en faisant attention à l'orientation choisie. Par exemple, si sur mon dessin, j'avais décidé de brancher, je sais pas moi, une pile qui va dans ce sens-là, ben vous voyez que là, ça fait tourner le courant, elle est dans le même sens que le sens choisi pour le courant, et donc ben mon E, je le rajouterai ici, par exemple. C'est celui-ci. Et donc, bah, si vous faites ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est simple. Vous choisissez un sens ici. Vous calculez le flux correspondant. Vous placez le E induit dans le même sens que le courant. Et ce E induit vaut moins défi sur dt. Et boum. Et si vous avez d'autres choses, une bobine, un machin, enfin d'autres, un condensateur qui traîne dans votre circuit, vous les rajoutez, vous les mettez et vous regardez votre circuit exactement de la même manière. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que vous avez une résistance R et qu'il faut penser à la rajouter dans votre raisonnement, mais ça vous donne exactement la même chose. Bon, alors ça c'est pour un circuit fermé. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un circuit ouvert? Regardons la tension aux bornes d'un circuit ouvert. Alors, prenons un circuit qui fasse un truc comme ça. Hop, il tourne, il passe devant là, et puis j'ai un M, un N. Et je définis mon sens positif dans ce sens-là. Bon, si je modélise ce système-là, c'est exactement la même chose que d'avoir vu du dessus toujours mon point N, mon point M. Et je me dis, bon, normalement, la loi de Faraday, j'ai une force électromotrice induite, parce qu'il y a des courants, comme on a vu avec le galvanomètre, des courants qui se créent à l'intérieur, mais ces courants, bah, en fait, hop, j'ai pas de surface fermée, mais si je ferme dans mon esprit ce système-là, je peux peut-être calculer le flux au travers d'un second tour presque fermé. Qu'est-ce que ça veut dire un truc presque fermé? Ça veut dire que c'est comme si je rajoutais une résistance. Si c'est ouvert, si c'est isolant, ça veut dire que la résistance en question, elle est infinie. Elle ne laisse pas passer le courant. Mais là, je viens de, théoriquement, fermer mon circuit, puisque je me retrouve avec une résistance ici qui ferme le circuit. Donc, si je calcule le flux qui est là-dedans, et donc par loi de Faraday, un certain E induit qui vaut moins défi sur dt,
ben, je me retrouve avec le E induit qui va être à cet endroit-là. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder la tension qui est là. Maintenant que j'ai modélisé ça par un circuit avec des fils idéaux, alors même si les fils ne sont pas idéaux ici, étant donné que cette résistance-là elle est infinie, je vais rajouter le R là-dedans et puis avoir la même chose. Donc, je modélise ça par un fil non idéal. Vous vous souvenez que toute la tension, de toute façon, par diviseur de tension, va se retrouver aux bornes de l'isolant, parce que la résistance, elle est extrêmement plus grande que le reste. Ben, vous voyez que dans votre circuit, cette tension-là, c'est la même que celle-là. Donc, aux bornes Mn, on retrouve la tension E, tension qui a été induite dans votre système. C'est exactement ce qu'on avait dans cette expérience-là, puisque quand on le branche sur l'oscilloscope, si on considère l'oscilloscope comme étant un isolant et on regarde juste la tension, ben on voit une variation de tension. Et alors, moi je vous l'ai dit, il y a un courant qui est induit, ça passe dans une très grosse résistance et puis on retrouve la tension correspondante, c'est effectivement vrai. Mais si vous avez un système ouvert, il va y avoir des changements là-dedans. Alors ça veut dire aussi que il y a un petit truc sur lequel il faut faire attention. Ça, vous pouvez passer en première intention, mais si vous prenez une bobine comme ça, qui est parcourue par un champ magnétique. Hop, champ magnétique en vert. Donc il y a un certain nombre de spires et je vais avoir un flux là-dedans. Et je prends un voltmètre que je pose ici. Donc voltmètre 1. Parce qu'en fait je me dis, ah bah tiens, je vais brancher un deuxième voltmètre pour voir. Voltmètre 2. Ben, si là, j'ai aussi un champ magnétique, ce voltmètre, il va mesurer quoi? Il va mesurer la tension qui correspond à la variation du flux magnétique dans ce circuit-là. Mais celui-ci, il va mesurer la tension qui correspond à la variation du flux magnétique dans le gros circuit, qui est plus grand et on rajoute un flux. Donc si on regarde le E induit 1 comparé au E induit 2, ça va être moins des φ' sur dt, où φ', c'est le flux qui passe au travers de cette partie du circuit. Donc la position de votre voltmètre va changer la mesure que vous allez faire. Alors bien entendu, quand vous avez 1000 spires qui sont ici compactés dans une zone de champ magnétique, l'endroit où vous allez mettre votre voltmètre, finalement, ça ne va pas changer. Surtout qu'en règle générale, le champ magnétique est beaucoup moins intense quand vous vous éloignez de la partie que vous voulez mesurer. Mais, c'est quand même à retenir ou à avoir dans un coin de son esprit, la manière dont vous faites votre mesure va influer sur la valeur que vous allez effectivement mesurer. Bon allez, le dernier point pour cette partie et même pour ce chapitre, c'est ce qu'on appelle la loi de modération de Lenzs. Alors, nous allons considérer ici la dernière partie de ce chapitre qui concerne la loi de modération de Lenzs. Et on va essayer de l'énoncer. Cette loi de modération dit qu'en fait, les phénomènes inductifs ou les phénomènes induits dans le circuit vont toujours tenter de s'opposer à la cause qui leur a donné naissance. C'est une loi qui traduira en fait la conservation d'énergie, parce que si vous avez un système qui veut renforcer la cause qui lui a donné naissance, vous allez avoir de plus en plus de problèmes et puis exponentiellement ça va partir. Bon, donc on va prendre un circuit comme ça qui vient légèrement vers vous à ce niveau-là, avec un champ magnétique dans ce sens-là. Alors, je vais exprès changer le sens du courant par rapport au cas qu'on avait fait tout à l'heure pour voir ce que ça va un petit peu changer. Donc, mon circuit est de résistance globale R. Et ce circuit de résistance globale R, je vais le modéliser par un système avec des fils idéaux et une résistance R.
Étant donné qu'il y a un flux du champ magnétique et que ce flux, on va supposer qu'il varie, je vais avoir ici une force électromotrice. Alors notez que j'ai mis I dans ce sens-là, donc je suis obligé, pas le choix, d'orienter la force électromotrice, que je vais noter juste E, histoire de ne pas toujours avoir l'indice Inde qui me pourrit toutes les formules. Donc ce E-là va s'écrire moins des phi sur dt. Ce qu'on veut voir, c'est l'expression et puis notamment celle du courant. Alors, pour avoir l'expression du courant, il suffit de se dire que ma tension E qui est ici, elle est égale à la tension U aux bornes de la résistance qui est dans le même sens. Vous avez E moins U qui est égal à 0, donc E est égal à U, donc E moins U égale 0 par loi d'Émaille, et U, vous voyez que ici mon courant il est par là, je suis en convention récepteur, c'est bien pour ça que je l'ai pris, ce U là, et ça me donne RI, d'où l'expression du courant I qui va valoir moins 1 sur R des phi sur dt. Bon, alors on va considérer un champ magnétique par exemple B là qui augmente en norme. S ne change pas, l'orientation ne change pas. Si B augmente en norme, vous voyez qu'avec le I que j'ai choisi, mon flux, mon S, va être dans le même sens, par là, et donc mon flux va être positif et il augmente. Donc si vous avez un flux qui augmente, soit d phi sur dt qui est positif, ça impose forcément que le courant I qui est induit va être négatif. Donc vous avez un courant induit qui est négatif, pas d'autres sources de tension dans votre système, donc il n'y a que l'aspect inductif qui apparaît. Le courant induit est négatif. Si le courant induit est négatif, c'est qu'en fait il tourne dans l'autre sens. S'il tourne dans l'autre sens, ça veut dire que le champ magnétique qui est créé par ce courant, il va être orienté par le vrai sens de rotation du courant, donc il va être vers le bas. Donc je vais avoir un champ magnétique induit qui est vers le bas. Donc B induit va être vers le bas, et ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'oppose au sens de variation du B inducteur, du champ magnétique inducteur, donc de mon champ magnétique B. B, il veut partir vers le haut, et bien le fait de partir vers le haut, ça crée un courant, et ce courant-là, en fait, il est dans l'autre sens, il crée un champ vers le bas, et donc la somme des deux va essayer de compenser. Alors bien entendu, le courant induit n'arrive pas à compenser entièrement. Il n'arrive pas à vous faire globalement descendre le champ magnétique total. C'est simplement que si vous le faites monter, il va s'opposer à cette augmentation. Donc, on peut noter l'énoncé de notre loi de Lenz. Le courant induit va à un sens réel, tel que, par ses effets, donc tel que le flux induit qu'il crée s'oppose aux variations du flux inducteur. Alors bien sûr, là je vous ai fait dans un seul cas, c'est-à-dire si B il est orienté correctement par rapport au courant, déjà pour que le calcul du flux soit facile, le flux est bien positif, quand B augmente, le flux augmente, et puis du coup je trouve un B qui va vers le bas. Si B diminue, refaisons rapidement le résultat, le raisonnement à l'oral. Si B diminue, ça veut dire que d phi sur dt est négatif, puisque comme B et S sont collinéaires, si la norme de B diminue, la valeur du flux diminue. Donc d phi est négatif, donc I va être positif, donc le champ induit va être vers le haut. Donc si vous avez un B qui a tendance à diminuer, votre tension induite veut essayer d'effacer cette diminution, elle veut essayer de compenser autant qu'elle peut cette diminution. Bien sûr, elle n'y arrivera pas, parce que il
il faut quand même que ça s'arrête. Et si tout d'un coup la compensation est plus grande, le champ total augmente, c'est incohérent. Donc elle n'arrivera pas à le faire, mais elle essaye de ralentir l'effet de ce flux inducteur. Et c'est exactement la même chose. Et pareil, si j'oriente I dans l'autre sens et que je traite tous les cas possibles, on va avoir ça. Donc ça, c'est une manière de décrire la loi de Lenz. Le courant induit a un sens tel que le flux induit qu'il crée s'oppose aux variations du flux inducteur. Et une autre manière de le faire en termes de force électromotrice, on peut dire que la force électromotrice induite tend par ses conséquences, donc par la création d'un champ magnétique derrière, donc par ses conséquences, à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Alors cet énoncé-là, je le préfère encore parce que la cause peut être une variation de champ magnétique, auquel cas on essaye de compenser cette variation de champ magnétique par une variation dans l'autre sens, mais ça peut aussi être un mouvement. Si vous avez un mouvement, votre champ magnétique, votre variation de flux va créer un courant, ce courant dans un champ magnétique va créer une loi de Laplace, cette loi de Laplace va créer une force de Laplace, et cette force de Laplace va s'opposer au mouvement de départ. Alors pour ne pas se tromper, de nouveau je rappelle les règles de convention de signes au niveau de cette loi de Lenz. Première chose, on choisit arbitrairement. Donc ça veut dire que vous avez le choix entier, donc arbitrairement, un sens de circulation. Sur le contour. Et ce sens de circulation, c'est le sens que je vais choisir pour définir le sens dans lequel je prends mon I positif. Donc celui qui me donnera un I compté positif. Compté, parce que c'est algébrique, je peux très bien obtenir un I induit qui va être négatif, comme c'était le cas ici. Mais c'est le choix que je fais sur l'orientation au départ. Ensuite, ce sens définit une normale, impose une normale au circuit, par règle de la main droite. Et le signe du flux dépend de l'orientation du champ magnétique. On calcule le flux avec B scalaire S, avec le S qui est orienté par la normale. Donc en fait, le signe du flux est directement relié au sens qu'on a choisi là. Si on choisit un sens, il sera positif. Si on choisit l'autre sens, il sera négatif. La loi de Faraday vous impose le E induit en moins dφ sur dt, à condition de le mettre en convention générateur par rapport avec le I du premier point. Forcément, si vous changez le I, ça change le signe de phi, ça change aussi le signe de la dérivée, mais vous changez aussi le signe, la direction dans laquelle vous le définissez. Donc ce truc-là a un signe différent, mais il est dans le sens contraire, donc finalement, le résultat sera toujours le même. Et puis, I est obtenu par loi d'Ohm dans le circuit résultant, dans le circuit équivalent résultant, qu'on a dessiné par exemple ici, et il faut juste l'orienter correctement pour mettre le E dans le bon sens. Alors, pour signaler les aspects énergétiques
de cette loi, c'est justement que si B induit renforcer la variation de B ext, donc si B extérieur augmente et que ça donnait un B induit dans le même sens, il augmenterait encore plus, ben, ça augmenterait encore plus B ext change encore plus. Donc, vous avez un I qui grandit encore plus, un I induit qui grandit encore plus. Donc, un B ext qui change encore plus. Donc, je vous laisse continuer, et puis vous avez une croissance, une divergence de votre système. C'est pas possible que si vous poussez dans un sens, ça va continuer à vous pousser dans le même sens, parce que sinon vous auriez un machin qui commence à avancer tout seul, et ça, d'un point de vue énergétique, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Alors, application de la loi de Lenz. On va pouvoir faire pas mal d'exercices après, dans lesquels à chaque fois on réfléchira sur la manière dont cette loi de Lenz pourra être utilisée de diverses façons. Donc, application de la loi de Lenz. Donc, cas d'un circuit fixe dans un champ variable. On va faire une sorte de schéma bloc pour les assistes. Cas d'un circuit fixe dans un champ variable. Donc, il y a une variation de phi du flux du champ extérieur. Donc, on a un champ extérieur qui est là et qui varie. C'est mon premier bloc. Ça crée donc une force électromotrice induite. Cette force électromotrice induite, ça c'est la loi de Faraday qui nous le dit. Cette force électromotrice induit un courant induit qui crée lui-même un champ magnétique induit, et l'effet de ce champ magnétique va s'opposer, une sorte de rétroaction négative. L'effet de ce champ magnétique va s'opposer à la variation du flux. Donc toute cette partie-là, c'est la partie loi de Lenz, et notamment le caractère opposition systématique. Donc ça, c'est si vous avez un circuit fixe dans un champ variable, vous allez avoir que le champ induit par la création de courant à l'intérieur de votre système a tendance à s'opposer à votre système de départ. Et on verra que on pourra réécrire ça aussi quand on va raisonner sur Laplace et compagnie pour voir ce qui va se passer. Alors justement, un petit exercice pour terminer. On va le faire là, il va y avoir de la place. Sans faire de jeu de mots. Donc, petit exercice. Vous avez un système avec des rails de Laplace, mais qui sont branchés sur une grosse résistance. Donc, la résistance est principalement ce machin-là. Et vous y mettez, hop, un barreau qui se balade dans un champ magnétique. Votre champ magnétique, il est bien gentiment perpendiculaire à la surface ici. Comme ça, ça ne posera pas de souci. Et on met une vitesse
de propagation là-dedans. Donc, le barreau est lancé avec une certaine vitesse là-dedans. Il n'y a pas de générateur, contrairement à l'expérience des règles de Laplace. On balance juste le barreau avec une certaine vitesse. On définit les axes. Vous avez l'axe Y qui est l'axe du barreau, l'axe X qui est l'axe de propagation du barreau et l'axe Z qui est l'axe de B. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la loi de Lenz vous dit quoi? Qu'est-ce qui crée le circuit? Qu'est-ce qui crée le courant là-dedans? Qu'est-ce qui induit un courant? C'est le déplacement du barreau. Le déplacement du barreau parce que la surface de section ici va augmenter. Mais si le déplacement du barreau fait que la surface de section augmente, forcément, le résultat, ça va être l'apparition d'une force de Laplace qui va avoir tendance à freiner le barreau. Lenz me permet de prédire, donc Lenz prédit l'existence d'une force de Laplace induite destinée à freiner le barreau. Alors, mettons ça en équation. Alors, on va faire un premier choix. On va choisir de mettre, je ne sais pas moi, le courant dans ce sens-là, par exemple. Si je mets le courant dans ce sens-là, ça m'arrange parce que, dans ce sens-là, la règle de la main droite, ça veut dire que la surface, si vous la faites vue du dessus, quand vous avez ça, vous avez votre barreau qui est là, hop, vos rails qui sont ici, le I, il est comme ça, le R, il est là, et le B, il vient gentiment vers vous comme ça. La règle de la main droite, le vecteur S qui correspond, il vient ici aussi. Donc, j'aurai un flux qui est relativement facile à calculer. Phi CB scalaire S. Et là, ce sera simplement la valeur de B multipliée par la valeur de S. Et la valeur de S, si je mets mon point O ici, donc là, mon barreau, il est à une distance X. On va appeler cette longueur-là, petit l, la longueur du barreau, bah, c'est B fois L fois X. Donc mon flux est directement donné par cette expression-là. Si je calcule la force électromotrice associée, c'est du moins d phi sur dt. La seule chose qui change là-dedans, c'est le x. Donc j'ai moins bl fois dx sur dt. Donc j'ai du moins bl fois la vitesse sur x qui, sur le dessin ici, va être positive. Après, je peux très bien imaginer de balancer dans l'autre sens et voir ce que ça va donner. On va déjà voir ce que ça nous donne ici. Notre système électrique est équivalent à ma résistance, le courant que j'ai choisi positif dans ce sens-là, et puis bah, j'ai création d'une force électromotrice qui forcément va être dans le même sens que le courant. Donc ça, c'est la force électromotrice qui est donnée par cette expression-là. Si j'applique la loi d'Emaille, vous voyez que la tension ici, c'est la tension aux bornes de R, c'est aussi la tension aux bornes de cette source de tension, et vous avez que E qui vaut U, c'est simplement RI, donc on a une expression de I qui vaut E sur R. Et en remplaçant, on arrive à du moins BL Vx sur R. Alors, qu'est-ce qu'on veut prouver avec ça? Ben là, on a un courant induit, et puis ce courant induit est donc, va traverser le barreau, et étant donné qu'on a un courant induit, on va avoir une force de Laplace. Donc, si on regarde avec l'orientation, la force de Laplace correspondante, ça sera du I L dans le sens du courant, ça veut dire selon EY, vectoriel B qui est suivant EZ, donc je me retrouve avec du I, L, B, EY vectoriel EZ, donc selon EX, c'est cohérent avec la règle de la main droite. Si je mets I comme ça, B qui monte vers vous, la force va être ici vers la droite. Mais
comme vers la droite, on pourrait se dire ça va pousser le barreau. Sauf que votre courant I est négatif. Et donc quand on le met de l'autre côté, on a du BL fois BL, donc du BL carré sur R Vx selon Ex. Et donc vous avez une force qui va être en moins Vx, donc en moins V, avec quelque chose ici qui est forcément positif. Quel que soit le signe de la projection de B sur Z, on a raisonné avec un B vers le haut, mais ça marche aussi avec un B vers le bas. Si la vitesse est positive vers la droite, la force va être vers la gauche. Si la projection de la vitesse est négative, c'est-à-dire si la vitesse est vers la gauche, la force va être en projection selon X positive, donc va être vers la droite. Et vous avez cette loi de Lenz qui se vérifie. Alors on peut quand même vérifier que qu'est-ce qui se passe si jamais on avait choisi de prendre l'orientation du courant dans l'autre sens. J'ai mon barreau qui est comme ça. Hop, j'ai les rails qui passent de ce côté-là. Et je choisis de mettre un I dans l'autre sens. Parce que, après tout, ça ne change absolument rien au raisonnement a priori, et j'espère bien que le résultat obtenu va être exactement le même. Alors j'ai toujours mon B qui est vers le haut comme ça, je lance toujours mon barreau avec une vitesse qui va être comme ça, qui va s'écrire Vx, et j'essaye de faire le même raisonnement. Alors en vue du dessus, cette fois-ci, je me retrouve avec un R qui est comme ça, un barreau qui est là, le champ magnétique qui est en train de sortir dans ce sens-là. Et si je mets un courant par là, je vais avoir le vecteur qui va être planté dans la feuille, le vecteur surface. Donc le vecteur surface est planté dans la feuille et le champ magnétique va être dans l'autre sens. Donc avec ça, le flux qui va s'écrire B scalaire S, ça s'écrit la norme de B, multiplié par la valeur de la surface, multiplié par cosinus de l'angle entre les deux, et cette fois-ci c'est cosinus pi, donc ça s'écrit moins BLX. Donc j'ai l'opposé de la valeur précédente. Avec cet opposé de valeur précédente, je peux calculer le E exactement de la même manière. J'ai un E qui va s'écrire moins des phi sur dt, donc ça c'est la loi de Faraday que je réutilise. Moins par moins ça fait plus, BL ne varie pas et j'ai du dx sur dt. Donc j'ai du plus BLVX cette fois-ci. Ce qui me donne un courant, puisque quand je fais mon petit dessin comme ça, hop, j'ai mon courant qui va par là. Je mets ma force électromotrice. Ma force électromotrice, elle doit être en convention générateur par rapport à ce courant-là. Donc j'ai E dans cette direction. Et vous allez voir que la tension qui est là, la tension aux bornes de la résistance telle qu'elle soit en convention récepteur, étant donné que le générateur est en convention générateur, la résistance est automatiquement en convention récepteur, on a E égale RI, ça ne change pas, d'où I égale E sur R, et qui cette fois-ci s'écrit BVX, alors j'ai oublié un L ici, L divisé par R. Donc j'ai bien mon courant. Je détermine ma force de Laplace. La force de Laplace, à ce moment-là, ça va être, cette fois-ci, j'ai le I qui va dans ce sens-là. Et donc, par rapport à mon barreau est porté par moins L, selon Y, que je fais vectoriel B selon EZ. EY vectoriel EZ, ça fait EX, donc je me retrouve avec du moins IBL. Et quand je remplace l'expression selon EX, donc le moins il reste là, et le Y vectoriel EZ, ça fait EX. Et quand je remplace par cette expression-là, le I, vous remarquez que le moins reste, le B fois le L se retrouve au carré, BL carré. Le VX reste aussi, le sur R aussi, et donc j'obtiens cette expression-là, donc toujours moins quelque chose de positif fois le vecteur vitesse.
Donc la force de Laplace s'écrit comme une force de frottement qui s'assimile à une force de frottement fluide. Donc on va retrouver nos fameuses exponentielles moins t sur taux décroissantes qui correspondent à ces solutions d'équations différentielles du premier ordre habituelles. Vous allez voir que dans les exercices, ça va fleurir. Mais j'obtiens exactement la même expression qu'on avait trouvée ici, celle-là, quel que soit le choix que je fais pour l'orientation du i. L'expression des i, le signe du i a changé, le signe du e a changé, mais au final, quand je calcule la force de Laplace, je me retrouve avec la même expression, et le résultat est toujours le même. La force de Laplace, c'est une force, hein, c'est une vraie force de Laplace, s'oppose au mouvement qui lui a donné naissance, qui est ce vecteur v. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. On verra plus de choses dans les exercices et on essaiera de voir un petit peu plus en particulier ce qu'on peut en obtenir.